Bonjour, je vous retrouve pour la deuxième partie de cet épisode hors série des Mains dans la Terre, la vie en collectif, vivre autrement pour vivre en harmonie. Mais en harmonie avec quoi ou qui exactement? Si vous avez déjà une petite idée suite à la première partie, Perrine, Milly, Ben et Elliot nous en disent plus tout de suite et nous parlent dans cette deuxième partie d'éco-construction et de leur projet agricole nourricier. Et en guise de bref de campagne de la vie du collectif, on retrouve Elliot et Milly pour une séance bricolage à la cabane solaire. Bonne écoute! Ça c'est magnifique. Qu'est-ce qui se trame par ici? Et ben là, on a récupéré des gros volets en bois massif. Et on est en train de fermer notre cabane à outils parce que ça prenait l'eau. C'est le côté ouest. Ça fait un peu vestiaire de plage aussi. On pourrait le repeindre, hein? On peut le repeindre, ouais. Mais bon. Et à côté, c'est la cabane solaire, c'est ça? Ouais, exactement, c'est là où il y a toute l'électricité qui arrive à travers nos panneaux photovoltaïques. Ouais. Et à partir de là, il y a un câble qui part dans chaque habitation et chaque endroit relié au réseau électrique. Donc il y en a 4 pour... 3 panneaux là, 3 panneaux photovoltaïques pour 3 habitations. Ok. 3 habitations plus l'atelier où on fait tourner les meuleuses, la scie sauteuse, le tour à bois. Donc ouais, ça marche bien. À part en hiver où on galère un peu plus. On n'a Mais- pas des vis plus longues? Non, c'était les plus longs qu'on a trouvés. Mais là, on a chopé une éolienne aussi. On nous a donné une éolienne qu'il faut qu'on installe pour pouvoir complémenter en hiver. Parce qu'il y a plein de vent ici. Et on a moins de soleil, quoi. Le soleil est plus bas et il y a pas mal d'arbres qui nous entourent. Donc on ne peut pas avoir pleinement du soleil sur les panneaux l'hiver. Donc si ça a une éolienne en plus, ça serait royal. Voilà, un peu moins fort que la maison. Alors me voici maintenant avec Perrine et Milly dans leur yourte. Donc les filles, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous raconter comment vous êtes arrivées ici l'une et l'autre? Alors moi je suis Milly, je vais avoir 34 ans et je suis sur le terrain depuis un petit peu moins d'1 an. Ça fait 6 mois que j'y suis vraiment à temps plein. Après j'ai continué quand même quelques saisons agricoles entre-temps. Mais voilà, j'ai été accueillie par tout le groupe il y a 1 an et ça s'est passé de façon très naturelle, très fluide, avec beaucoup d'amour. Si je suis arrivée ici, c'est pas par hasard non plus. J'ai rejoint Perrine, mon amie, que j'avais rencontrée il y a 2 ans sur un chantier participatif en éco-construction. Et bah voilà, ça a été le coup de foudre. On a mis un petit peu de temps à se dire est-ce que ça devient sérieux ou pas. Mais en gros, voilà, on a décidé de vivre ensemble et sur ce lieu. Donc je l'ai rejoint dans la yourte, au sein du collectif, et sans regret. C'était vraiment un accomplissement pour moi de pouvoir rejoindre un collectif parce que c'est un projet que j'avais en tête. Après plusieurs années de vadrouille en camion sur des lieux collectifs, des chantiers, du woofing en agriculture biologique, enfin, c'était vraiment toute une recherche et un accomplissement en même temps parce que voilà, je me suis construite à travers toutes ces expériences. Et le fait d'arriver sur ce lieu qui fonctionne déjà très bien, où beaucoup de choses sont mises en place et il en reste beaucoup à mettre aussi, c'est le pied. Hein, clairement, c'est génial. Trop bien, merci Milly. Et alors toi, Perrine, tu étais là avant. Pareil, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu es arrivée là? Donc moi c'est Perrine, j'ai 30 ans, ça fait 4 ans que je suis sur ce terrain-là. Et en fait je suis arrivée ici un peu par hasard sans trop me rendre compte où est-ce que je mettais les pieds. Parce qu'avec mon ancienne compagne, on a rencontré Ben et Lily. Et on s'est dit pourquoi pas essayer de vivre dans la nature au fait. Donc on a acheté une yourte voilà, parce qu'il y avait le principe aussi de ce lieu-là pour tester. Comme c'est pas notre terrain, on n'avait pas d'investissement, de gros investissements fonciers. Donc ça donne une grande liberté pour voir si ça nous plaît ou pas. On s'est dit, on va rester 1 an ou 2 ans, on verra bien. Et au fait, maintenant, je voudrais pas vivre autrement. Parce que déjà, tu es dans la nature tout le temps. Et la vie avec le collectif, c'est très enrichissant humainement aussi. Avec des personnes qui partent, des personnes qui viennent. Donc ça bouge tout le temps aussi. Donc ça permet
aussi ça de se transformer soi, de transformer le lieu à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part ou qui arrive. Et du coup, moi, cette manière-là de vivre, ça m'a permis aussi d'évoluer personnellement, notamment de monter ma boîte de maçonnerie, parce que j'aurais pas pu faire forcément monter mon micro-entreprise si j'avais beaucoup de frais aussi, de loyer et tout ça, comme je voulais commencer petit. Et du coup, voilà, tester cette vie dans la nature, de se jeter un peu à l'eau, quoi. Et de se rendre compte par cette vie-là, par exemple, rien que l'utilisation de l'eau, on a des cuves où on prend la pompe, on doit l'allumer, faire tous les raccords de tuyaux. Donc des fois, ça nous prend une matinée pour remplir notre cuve d'eau de 1000 litres. Donc les douches, on prend une bassine de 5 litres et c'est tout parce que c'est trop long à remplir. Et toute cette vie-là fait qu'on prend plus conscience de tout ce qu'on a et ce dont on a besoin. Et pour toi, Milly, tu disais que c'était justement un accomplissement de toute une baroude qui était finalement une quête. Est-ce que tu peux nous expliquer ça et nous dire justement du coup aujourd'hui comment tu t'y retrouves dans cet accomplissement et pourquoi ça s'est concrétisé de cette façon-là ? Alors ce que je trouve le plus intéressant dans ce mode de vie, c'est avant tout de vivre en harmonie avec mes valeurs et mes convictions. Ça tourne un petit peu autour de l'anticonsumérisme. Donc beaucoup de récupération de matériaux, de matériel, d'outils. Et puis, comme disait Perrine, faire avec ce qu'on a sur le lieu, plutôt que de partir d'un besoin, partir des ressources. Et ensuite, on construit en fonction de tout ça. Le côté expérimentation est relativement intéressant ici. Parce qu'effectivement, on n'a pas vraiment d'argent à perdre. On ne sait pas si on restera longtemps sur ce terrain. Donc on n'est pas sur des enjeux de pérennité non plus. Donc ça nous permet aussi une certaine ouverture en termes de créativité, donc d'expérience. Et puis l'accomplissement vraiment, c'est d'arriver à faire avec ce qu'on a. Et le tout sans être en raccord avec la société actuelle, j'ai envie de dire, dans le sens où on n'est pas sur le réseau d'eau, on n'est pas sur les réseaux d'électricité. Donc c'est des contraintes qu'il faut aussi, avec lesquelles il faut jongler. Et c'est génial parce qu'en vrai, on est tout le temps en train de... comment dire ? On fait avec ce qu'on a, quoi. Du coup, c'est vraiment des expériences du quotidien qui répondent à beaucoup de nos besoins, besoins primaires le plus souvent. Et puis, il y a aussi tout le côté jardin, où là, pour moi, en tout cas, c'est vraiment l'occasion de mettre en pratique tout ce que j'ai pu apprendre lors de mes diverses expériences en woofing. Et là, de faire pour nous, pour le collectif, pour nous nourrir, et de voir... le résultat en partant de la préparation de la terre jusqu'à l'assiette, quoi. On n'est pas à faire juste un semis puis on ne sait pas ce que ça va donner. Là, vraiment, même quand on prépare le compost, on sait que ça sera pour faire nos semis et que vont devenir les semis et où on va les planter et comment ça va pousser et comment on va faire avec les auxiliaires du jardin, mais aussi avec les chats, les oiseaux, les enfants. Ça fait aussi beaucoup de contraintes. Donc c'est vraiment une recherche d'autonomie, c'est le mot, faut le dire, qui règne un petit peu dans notre organisation et c'est ce qui, pour moi, en tout cas, est une des choses les plus importantes. Ok. Et tu disais, tu as parlé aussi d'harmonie. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, je trouve, en vivant avec vous, cette recherche d'harmonie, à la fois avec vous-même en tant que personne individuelle pour chacun des membres du collectif, et en même temps d'harmonie avec le groupe et l'environnement. Comme tu dis, il y a cette notion de cycle, beaucoup, c'est là aussi où je fais moi le lien avec les mains dans la terre, parce que c'est aussi comment on se nourrit avec son environnement, et vous l'avez carrément inclus dans votre mode de vie avec la force du collectif. Je trouve ça trop chouette aussi.
Par rapport à l'harmonie, moi je pense que ça, ce qui m'a apporté le fait de vivre ici, c'est d'être déjà consciente en permanence de la nature. Par exemple, s'il pleut, c'est juste tellement la fête parce que ça va arroser les semis, ça va remplir les cuves. Mais s'il pleut trop, on n'a plus d'élec, donc bon, c'est un peu galère, donc il faut changer les batteries et tout. Il y a ça aussi. Et une anecdote assez rigolote, c'est que le petit garçon de Ben et Lily, Sohan, quand il avait 4-5 ans, il avait sa tablette, donc il regarde un dessin animé, il n'y a plus de batterie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la poser en plein soleil sur la table, en disant, et son père lui demande, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je recharge les batteries, papa. et j'ai trouvé, ça m'a marqué vraiment beaucoup cette scène-là qui est drôle et en même temps qui est réelle, c'est-à-dire que on regarde ce qu'il y a dehors et pareil, les cycles du printemps, l'hiver aussi, c'est très marquant, ça peut être un peu dur aussi. Enfin, tout n'est pas rose non plus, hein. Je veux dire, on peut avoir froid, on peut ne pas avoir d'électricité, ça peut être galère. Voilà, c'est comme pour tout, mais ouais, c'est très enrichissant pour essayer d'être ensemble, en fait, avec la nature et avec les autres aussi. C'est un beau challenge, je trouve. C'est clair. Et en parlant de challenge, du coup, je voulais vous poser une question par rapport justement à la vie en collectif. Comment vous faites? Comment vous avez fait? Tu parlais tout à l'heure, Perrine, qu'il y a eu beaucoup de mouvements avec des gens qui sont arrivés, comme Milly, et des gens qui sont partis. Donc, comment on fait d'abord, toi, Perrine, pour intégrer quelqu'un à un collectif déjà existant? Et ensuite, Milly, est-ce que tu pourras nous dire comment on fait aussi pour arriver dans un collectif déjà existant? Intégrer des nouvelles personnes dans ce collectif, ça s'est fait tout seul. On n'a jamais tellement cherché. Je crois qu'on s'est tous mis ensemble parce que ça marchait bien. Et puis accueillir Milly ici, c'est juste la joie. Donc ça a été très très facile pour moi. Faut savoir que dans la yourte, voilà, c'est une seule pièce. Donc tout d'un coup, si on décide de vivre ensemble, c'est qu'on vit 100% ensemble. Mais oui, même Lynn, qui est la compagne de Elliot, ça a été vraiment très joyeux parce que chacun arrive avec ses envies et puis son caractère. Et au fait, on fait comme on peut, chacun avec nos caractères. Et je pense qu'il y a un mot qui nous relie tous, c'est la bienveillance. Et puis d'essayer d'accueillir les autres comme ils sont. Je pense que c'est un peu ça. Alors, arriver sur un collectif qui fonctionne déjà, où il y a plusieurs personnes, personnalités, plusieurs tempéraments, c'est un petit peu... c'est super simple. Ici, ça a été très très simple pour moi de m'intégrer, déjà parce que je rejoignais mon amoureuse. Donc j'étais dans un état d'esprit vraiment festif. Le fait de savoir que j'allais vivre avec des personnes qui vivent avec elle depuis un certain nombre d'années, c'était aussi important pour moi, un petit peu comme si je venais vivre dans sa famille. Donc tout de suite, j'ai senti beaucoup d'amour, de bienveillance. Ensuite, comment m'intégrer durablement à ce groupe, ça a été aussi très simple parce qu'en fait, y a un atout qui est très très fort dans les relations humaines, alors peut-être pas partout, mais c'est la communication. Alors, tout le monde ne la gère pas comme il faudrait dans la société actuelle, mais en tout cas, au sein de notre micro-société, la communication est gérée avec amour et bienveillance. Je répète ces mots parce que vraiment, ils sont très importants pour moi et ils sont palpables ici. Et donc, on peut parler de tout avec tout le monde. Peut-être pas à tout moment parce qu'il y a des temps pour tout, mais dès qu'il y a un couac, et j'en ai pas rencontré tant que ça finalement, je suis en train de réfléchir, mais voilà. Dès qu'il y a quelque chose à dire, il est dit, sans jugement, sans colère, sans tristesse. Enfin, faut prendre du recul sur les choses, quoi. Et malgré le jeune âge de certaines personnes de ce collectif, moi, je suis très impressionnée que tout soit très fluide. Pour avoir rencontré pas mal de lieux collectifs qui fonctionnaient déjà depuis plusieurs années ou d'autres qui étaient plutôt récents, il y avait toujours des non-dits, il y avait toujours des lourdeurs, des choses cachées, des choses tues. Ici, c'est vraiment... Et puis, quand il n'y a pas de solution à un problème, en vrai, c'est pas grave. Parce que on est tous différents. Et une chose qui est très importante, c'est que quand on décide de vivre avec quelqu'un, on vit avec cette personne. On ne vit pas avec la personne qu'on voudrait qu'elle soit.
Donc on accepte les gens comme ils sont et on fait avec. Et si ça ne nous plaît pas, on va voir ailleurs pour le coup. Et je trouve qu'ici, c'est vraiment génial. Moi qui suis quelqu'un de très maniaque, très ordonné, limite chronique, quoi. Je rencontre des gens à mon opposé et pour rien au monde, je vivrais ailleurs avec d'autres personnes. Enfin, c'est une expérience personnelle qui est très, très enrichissante. De repousser ses limites, de se remettre en question. Je pense que c'est des fondamentaux pour des relations humaines équilibrées, quoi. Trop bien. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil à donner à ceux qui aimeraient se lancer dans l'aventure de la vie en collectif ? Ouais. Alors, moi j'ai envie de dire, faites comme moi, arrêtez de vous plaindre et agissez. C'est dit. Je pense qu'il faut, en effet, faut se jeter à l'eau. Et une fois qu'on est dans l'eau, on apprend bien à nager, c'est pas un souci. Faut essayer et je pense que pour moi, vivre comme ça, c'est comme une expérience de couple. C'est super, on peut apprendre plein de choses, on peut faire plein de choses, on peut avoir une très longue vie ensemble ou à un moment donné, ça s'arrête. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer, quoi. Et puis de rencontrer des gens et comme ce lieu, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui repartent, c'est la vie, quoi. Mais allez-y, quoi. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a énormément de lieux qui accueillent à bras ouverts des non expérimentés, des curieux, des gens qui ont des convictions mais qui n'arrivent pas vraiment à les mettre en œuvre dans leur vie parce qu'on est des fois ancré dans le petit train-train, parce qu'on n'a pas envie de se passer de confort, parce qu'on a des limites dans notre culture ou dans notre éducation qui font que on a peur du changement. Et en vrai, allez visiter ces lieux-là. Vous engagez pas sur des semaines et des semaines, mais juste aller voir, ouvrir la porte, voir qu'en fait, il y a des sourires qui se cachent derrière tout ça, qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'idées, des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées et où on découvre aussi des passions. Des fois, on se dit, tiens, moi, j'aime le jardin, je connais pas, puis en fait, tout de suite, ça devient génial. Enfin, ou le bricolage, l'éco-construction. Il y a beaucoup d'activités qui mènent à l'autonomie. Et j'ai envie de parler de transition aussi, de mode de vie, qui font que ça peut passer par la cuisine, que ça peut passer par la cueillette sauvage, que ça peut passer par les relations humaines, tout ce qui est communication non violente, des choses comme ça. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Et pour ma part, qui ai grandi dans le consumérisme absolu, élevé par la télévision, à manger des knackis et de la mousseline, je vous garantis que le changement est possible. Et Milly parlait de passion. Ce que je trouve enrichissant ici, c'est que chacun, on aime plein de choses et chacun, on va faire découvrir des nouvelles choses aux copains, en fait. Je vois les copains qui font du tour à bois, ou tout d'un coup, Elliot qui s'était mis à faire des bougies, à tirer l'arigot, ou moi qui vais leur parler de cailloux toute la journée. Et finalement, ces passions-là, ça enrichit le lieu à chaque fois, parce que ça nous permet de s'exprimer pleinement et de tester, au fait. Ça, c'est vraiment un point fort ici, c'est qu'on peut tout tester. C'est la parfaite transition pour faire un petit focus sur un message que vous portez toutes les deux, l'éco-construction. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'éco-construction ? Comment on pourrait le définir ou c'est quoi les grands principes de l'éco-construction ? À mon humble avis, l'éco-construction, c'est étymologiquement construire de façon écologique. Donc avec des matériaux locaux qui ne consomment pas ou presque pas d'énergie grise à la fabrication, au transport, tout ça. L'énergie grise, c'est toute l'énergie que va demander la fabrication du matériau. Par exemple, le ciment, ça a une grosse énergie grise parce qu'il faut casser de la roche, il faut creuser pour aller chercher du calcaire.
Il faut le chauffer, il faut le transformer, il faut le transporter. Souvent, le sable, il vient du bout du monde parce qu'on ne veut pas toucher à nos plages à nous. Enfin, à nos fonds de rivière plutôt, parce que le Non, sable c'est de du sable. plage, c'est Il une n'y catastrophe. a plus de sable de rivière en fait. Et du coup, l'énergie grise, c'est l'énergie que va utiliser un matériau à sa construction, à son transport, à sa pose, à sa mise en œuvre, quoi, et à son recyclage. Tout ça, c'est l'énergie grise. Donc, il faut prendre tout ça en compte, en fait. Et on peut parler aussi du prix. On dit souvent que l'éco-construction, ça va coûter plus cher et tout ça. Et moi, je voudrais vraiment refaire le point sur le prix que ça peut coûter. Alors, un parpaing, certes, ça coûte pas cher à l'achat. Mais s'il faut compter tout le prix que ça a coûté, notamment à la planète, donc à nous, hein, parce que si on n'a pas de planète, nous, on est un peu, on est un peu tout mort. Donc quand on fabrique le parpaing, donc il faut savoir que c'est quand même du calcaire et de la pierre, du sable qu'on va creuser dans la terre pour fabriquer des parpaings, souvent très loin, dans des usines qui consomment beaucoup d'énergie. Ensuite, c'est transporté. Voilà, on va construire, utiliser encore du sable et du ciment pour construire. Et en plus, c'est pas très solide. Donc on ne sait pas, je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Des maisons en pierre et en terre, on a des exemples depuis des milliers d'années sur comment ça tient. Le parpaing, pas forcément. Après, ça peut être une solution. Si des gens, ils n'ont vraiment pas d'argent, ils ont besoin de construire vite, bon, pourquoi pas. Après, je pense qu'il y a quand même d'autres solutions. Mais tout ce qui va être de faire pas cher à l'achat, en fait, ça coûte très cher à la planète. Parce que voilà, il y a la fabrication, le transport, la mise en place et la destruction. Après, comment on recycle et l'efficacité, ce que disait Émilie. Je veux dire, en termes d'isolation, sur le chantier où on est allé voir, on a vu qu'il y avait des blocs de chaux-chanvre, donc qui se montent comme des parpaings. Vraiment, c'est la même façon de faire. Donc en plus, il y a le savoir-faire qui est déjà là. Mais le chanvre, on peut faire pousser 2 à 3 fois du chanvre dans un terrain. Ça consomme pas beaucoup d'eau. Donc je pense qu'il faut se rappeler le vrai prix des choses. Qu'est-ce que ça coûte à la terre, quoi, et à nous. Donc c'est renouvelable en fait aussi comme matière première. Oui. Le champ, ouais, c'est top. Bah oui, mais même les maisons en bottes de paille, au fait. C'est-à-dire qu'on fait une maison qui est compostable. Imaginons, il y a, je sais pas, un tremblement de terre ou l'abandon de la maison. Va pouvoir tranquillement pourrir sur place. Une maison en pierre et en terre, en fait, on peut réutiliser les pierres pour autre chose. Si c'est démoli, c'est pas grave, c'est un tas de cailloux. C'est ça aussi que moi, je cherche à aussi expliquer à mes clients. Et l'objectif de ma boîte, ça serait plus de sable, plus de ciment et très très peu de chaux. Donc j'y suis pas encore, hein, ça va prendre un peu de temps. Mais pour l'instant, voilà, moi je fais aussi particulièrement attention à l'eau. Parce qu'en maçonnerie, et même toute la construction, ça utilise des quantités d'eau astronomiques. Et voilà, à chaque fois, c'est comme dans la vie qu'on mène ici, à chaque fois, si on peut réduire pour la vaisselle, pour la douche, on réduit les quantités d'eau. L'eau de rinçage de tes outils, tu vas les réutiliser le lendemain pour les mettre dans le mortier. Tu fais très attention à tes outils parce que ça consomme de l'eau de les fabriquer. On est allé chercher du fer dans la terre, dans des mines, pour fabriquer les outils. Donc en fait, il faut essayer de voir global. Et donc ici sur le lieu, l'éco-construction, qu'est-ce que ça veut dire? Ici on est sur une yourte, on a pu vivre des chantiers tout au long de la semaine. Tu disais que tu avais pu tester aussi, Perrine, des enduits sur le lieu ou plein d'autres expérimentations pour ensuite ta maçonnerie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça? Alors ici, les constructions, ça a été déjà très petit budget. Comment on fait quand on n'a pas de sous et qu'on n'est pas sûr de rester sur ce terrain-là? Donc ça a été de la récup. Et notre récup, au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on construit, parce qu'on a vraiment débuté tous à construire, on ne savait pas forcément trop bricoler, c'est la récupération de matériaux. On a mieux choisi nos matériaux au cours de la récup. Donc ça, c'est aussi ça. Et après, les tests que moi j'ai pu faire, notamment là, il y a un bateau là qui est sur le terrain et j'ai fait des enduits terre avec toutes sortes de choses. Et comme objectif, je me disais, je veux pas sortir de là où on est. Je suis allée juste un peu sur le chemin pour récupérer
d'autres matériaux, mais ça a été la terre, ça a été de la fougère, ça a été du crottin de cheval aussi, parce que ça fait de la fibre végétale calibrée absolument magnifique. Et voilà, moi, c'était voir est-ce que ça tient, est-ce que ça fissure. Donc c'est ça aussi qui est génial sur ce lieu-là, c'est qu'on peut tester un peu tout ce qu'on veut. Et moi, c'est aussi un peu des tests pour pouvoir après m'entraîner et proposer ça à des clients, voir si ça marche aussi. Donc pour moi, l'éco-construction ici, c'est d'abord la récup et utiliser le moins possible de matériaux. Voilà, faire simple. L'éco-construction, c'est aussi de construire un bâtiment écologiquement périn et efficace, qui sera solide et qui sera bien isolé. Voilà. Ok, pour terminer, je me souviens qu'on a eu une discussion, Perrine, où tu me parlais du lien qu'il y avait entre l'éco-construction et l'agriculture. Tu as évoqué des éléments de réponse à ça, mais est-ce que tu pourrais nous en redire un mot de ça ? Parce que le podcast s'appelle quand même Les mains dans la terre, on ne l'oublie pas. Les mains dans la terre en éco-construction, c'est facile. Hein. Vous pouvez juste mettre la terre sur les murs. Ça marche bien. Non, mais par exemple, en éco-construction, et l'agriculture et l'éco-construction peuvent très bien fonctionner ensemble parce que, par exemple, la paille, c'est quelque chose qui en agriculture est utilisé, mais pas tout le temps, peut être récupéré. C'est-à-dire que les rebuts de l'un, les déchets de l'un peuvent devenir des ressources pour l'autre. C'est vraiment cyclique, quoi. Le crottin de cheval, ça peut faire du fertilisant, mais ça peut aussi, en petite quantité, servir à fibrer un enduit. Voilà, la terre végétale, elle est utilisée par l'agriculture, mais la terre qui est minérale, qui est intéressante pour les enduits, en fait, elle n'est pas utile pour l'agriculture. Donc, c'est deux choses qui vont ensemble et c'est la même logique. Faire local, pas utiliser de choses qui empoisonnent la terre, faire très, très, très attention à l'eau, ça, c'est indispensable. Et puis, faire des choses qui sont renouvelables, et puis faire des choses ensemble. En général, l'éco-construction, ça peut passer par des chantiers participatifs aussi, qui sont vraiment très riches humainement. Je pense qu'il y a aussi ça, il y a l'humain qui est là-dedans. Moi, je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport à l'humain. C'est aussi le rôle de la femme dans l'éco-construction. Parce que ça, je l'ai découvert quand moi, j'organisais un chantier participatif. Comment les femmes, ça fait souvent des couples avec les femmes et les maris, et tout d'un coup, le fait de participer, le fait de construire, et notamment avec des matériaux qui sont nobles, ça les revalorisait. Tout d'un coup, elles aussi pouvaient mettre les mains à la pâte et faire bien, et ça leur redonnait confiance. Et je pense que pour moi, les femmes, elles ont vraiment leur place dans la construction, et notamment en maçonnerie, parce que c'est quand même prendre soin du foyer, prendre soin de l'habitat, prendre soin de la famille. Et quand on construit une belle maison qui est bien faite, saine, pérenne, solide, je trouve que c'est aussi un accomplissement en tant que femme de pouvoir faire ça. Voilà. Merci. Alors pour ce petit focus sur l'éco-construction, on va aller visiter un chantier avec Perrine qui va un petit peu nous expliquer ce qu'elle y fait et certains principes justement de l'éco-construction. Là, on est sur les finitions du coup, avec un enduit à la chaux et au sable. Ouais. Et donc là, c'est la partie où on lisse à la petite japonaise, où ça demande un peu de concentration. Et donc ça fait des murs tout blancs. Ouais, après elle les a repeints aussi, on peut repeindre avec des peintures écologiques. Quand je dis écologique, c'est surtout des peintures qui laissent respirer le bâtiment. Parce que l'avantage de la chaux et du chanvre, c'est que c'est un complexe qui respire. En fait, l'humidité, elle peut rentrer et sortir, elle n'est pas bloquée. On ne cherche pas à bloquer l'eau, on cherche à faire qu'elle puisse sortir, quoi, que la maison puisse transpirer finalement. Et ça donne des habitats très sains. Parce que le chanvre, comme la terre, comme tous les matériaux un peu vivants, il régule cette humidité naturellement. Et puis l'avantage au fait de ces blocs, là, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que
ils font la structure et l'isolation en même temps. Donc là, nous, on a fait un dégrossi avec ce même enduit. Et on fait la finition et voilà, hop, c'est fini quoi. Mais mon idéal, ça serait pas de sable et pas de ciment. Hein. Attention à toi, ça va tomber. Pas de sable et pas de ciment parce que c'est impressionnant les quantités de sable dans le bâtiment. C'est énorme. C'est un vrai problème écologique. On aura Parce qu'il vient d'où ce sable? aucune idée. Mais il peut venir d'Asie si on veut. Enfin, après, ils grattent. Ils vont chercher du sable de rivière souvent. Attention, il va y avoir de l'eau. Ils vont chercher du sable de rivière, mais du sable de mer aussi. Hein. Il y a des coquillages là dans le sable qu'on utilise, quoi. Donc, il y a un marché noir du sable. Ça crée une pollution entre le béton et la quantité de sable utilisée. Ça crée une très très grosse pollution. Parce qu'il faut le transporter aussi, ce sable. Donc, Et du coup, comment tu fais pour t'en passer, idéalement? la terre. Le chanvre, là, c'est des blocs de chaux chanvre, donc c'est beaucoup de chanvre avec un petit peu de ciment prompt. Donc c'est du ciment qui sèche très rapidement et qui est naturel, donc qui ne consomme pas beaucoup d'énergie à la cuisson. Et ça fait l'isolation, donc ça fait moins de travail après d'isolation, parce que c'est le bloc, on enduit d'un côté, on enduit de l'autre, et puis c'est fini, quoi. Donc, Et c'est quoi le bloc? le bloc, c'est des blocs de chaux chanvre. Donc le chanvre, ça ressemble au cannabis, hein, c'est de la même famille, sauf que ça n'a pas les mêmes effets. Et on utilisait ça pour faire les cordes des bateaux et tout ça. On peut utiliser ça pour faire du tissu, quoi, des vêtements. Et puis en construction, c'est génial parce que du sable, une fois qu'on l'a utilisé, il n'y en a plus, mais le chanvre, ça pousse. Et ça pousse assez rapidement, quoi. Et puis surtout, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'eau. Ça ne demande pas beaucoup d'eau pour le faire pousser, quoi. Alors, on va maintenant faire un focus agriculture nourricière, qui est quand même le thème principal de ce podcast, avec Ben et Elliot, qui est un projet d'installation. Donc, je suis avec eux en ce moment même en train de désherber les buttes d'oignons. Je mens un peu parce que c'est eux qui désherbent et moi j'enregistre. C'est ce que j'allais dire, j'ai pas osé le dire, mais faut exagérer quand même. C'est nous qui avons les mains dans la terre, pas le podcast. Psychologiquement, aller avec. J'aimerais d'abord partir du lieu pour parler de cette question d'agriculture nourricière. Et à la base, l'agriculture, elle est aussi vivrière, j'ai l'impression, dans votre projet de vie. Donc, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous parler de votre gros potager partagé sur le lieu ? C'est vrai que ça a été une des motivations principales, l'autonomie alimentaire. Quand on s'est dirigé vers le mode de vie, globalement, on s'est dit que quand même c'était un des fondements d'un mode de vie plus sain, de maîtriser son alimentation et comment on la produisait. Donc on a commencé sur notre jardin avec à peu près 2000 m², ouais. Et non, on n'est pas tout autonome en légumes, clairement non. Mais par contre, on donne le maximum pour l'être et c'est plus facile sur certaines périodes de l'année, printemps, été. Et puis après, il faut savoir qu'on travaille tous aussi. On se lance dans le maraîchage, mais pour l'instant, on a un peu double emploi. Donc on n'est pas consacré à 100% non plus à notre potager. Donc on n'est pas autonome en alimentation. Il faut dire qu'il manquait aussi d'espace au début pour être autonome. On n'avait pas tout l'espace parce que si on veut être autonome à 3-4 habitations, rien que pour les pommes de terre, les oignons, les échalotes, ça prend carrément un paquet d'espace, donc on ne pouvait pas l'être. Puis je pense que c'est ça qui nous a emmenés là. À force de cultiver, d'avoir des envies, des ambitions au niveau de notre alimentation, on se dit quand même il nous faudrait plus grand. Et puis quand on cultive, je sais pas, une planche de 20 mètres, on se dit que si cette planche, au lieu de faire 20 mètres, elle en faisait 40, au final, ça serait pas beaucoup plus de travail en fait, parce qu'on avait déjà engagé les semis ou toutes ces choses-là qu'on connaissait déjà. Donc naturellement, on est passé d'un jardin vivrier, à quelque chose qui était plus de l'ordre d'un projet de partage un peu plus grand, quoi. Sans avoir forcément l'ambition professionnelle au départ.
Et puis naturellement, de fil en aiguille, c'est venu tout seul. On s'est dit bah oui, il faut qu'on continue de faire ce qu'on aime, mais arrêter de travailler à côté, ça serait quand même un gros luxe. Donc de se consacrer à 100% à ce qu'on aime. Et ce qu'on aime, c'est ça, c'est se nourrir et produire une alimentation locale, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'on a eu le déclic, je sais plus à quel moment donné c'était, on était à fond dans le jardin, on passait nos journées dans le jardin, on essayait de trouver des manières de produire, des nouveaux outils. Et avec Ben, on s'entendait vachement bien, et puis on était autour d'une table, c'était sous le bûche, je m'en souviens, et puis on s'est dit putain, mais ce serait tellement bien, là on fait. C'est la première fois qu'on a fait les patates, je m'en souviens. Pour la petite anecdote, on avait fait les patates et on avait trouvé ça tellement cool qu'on s'est dit, bah, en fait, faut continuer dans cette dynamique-là et puis et le faire en plus grand. Si on est capable de nourrir une dizaine de personnes sur un lieu, pourquoi on ne serait pas capable de nourrir une centaine de personnes? J'avoue qu'on a eu de la chance parce que il se trouve que la mairie sur laquelle on est avait des ambitions aussi de réinstaurer l'agriculture, de lui redonner une place en fait. Donc au final, ils avaient commencé à faire un travail d'appropriation de terrain et on a saisi l'occasion. On s'est mêlé à ça et puis on a obtenu au bout d'1 an ou 2 ans de travail quand même, à peu près 2,5 hectares de terrain sur lesquels on est là. Et puis bah, là, on en est au début en fait sur le défrichage, les premières plantations sur les terrains qui sont prêts et toutes les projections sur les années suivantes, quoi. Et pourquoi justement, c'est une question que je vous ai posée tout à l'heure, pourquoi c'est si important aujourd'hui de se réapproprier aussi son alimentation et le savoir-faire de comment cultiver sa nourriture? Bah, je crois que ça concerne l'agriculture, ça concerne les énergies, ça concerne un peu tout. Plus on s'éloigne, c'est une croyance que j'ai moi personnellement, hein, plus on s'éloigne de comment sont faites les choses, comment elles sont produites, et moins on les consomme avec discernement et respect. Donc je pense que quand on fait pousser quelque chose, quand on le mange après, on met beaucoup plus de soin et de plaisir à manger ce qu'on a produit en fait. Donc c'est vrai que c'est aussi un acte qu'on a dans nos veines quelque part, on l'hérite de générations avant nous. Et même quelqu'un qui n'a jamais cultivé, je pense qu'il peut s'étonner d'être aussi à l'aise à mettre les mains dans la terre. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quel est votre projet exactement, quel type d'activité, qu'est-ce que vous voulez produire pour votre activité? Donc là, nous, l'idée, c'est de faire du maraîchage fruitier. Donc un peu avoir les deux types de production. Donc maraîchage et fruitier à l'année. On va essayer de cultiver pour pouvoir nourrir les habitants du territoire sur lequel on est tout au long de l'année. Avoir une espèce de système de vente à la ferme. Je précise quand même, quand il dit tout au long de l'année, c'est sur la plus grande période possible. Parce que forcément, il y a quand même des périodes creuses, quoi, hein. Mais on ne veut pas se concentrer exclusivement sur une économie touristique. Sur une économie estivale, ouais. Ouais, voilà. Plutôt faire quelque chose qui est pour le local, quoi. Ok. Et donc, ouais, maraîchage et fruits. Là, on a commencé par le maraîchage, c'est le plus rapide à mettre en place. Et on travaille encore à côté pour l'instant. Donc, on a fait quelques espèces qui étaient les plus faciles à faire pour lancer le truc. Et puis l'année prochaine, on plante une partie du verger et on étend nos diversités de légumes. Ok. Parce que là, actuellement, pour la première année, on a planté pommes de terre, oignons, ail, échalotes et ail. Tu as dit 2 fois ail. J'ai dit 2 fois ail, mais je peux dire patate. Et il me semble avoir entendu parler aussi de verger pâturé. Verger prairie. Verger Plus le prairie. cas, on a le terme Alors, ça employé. s'appelle un pré-verger. Un pré-verger. Ouais, c'est alors quoi tu as bien entendu parler de ça, d'un pré-verger. Du coup, l'idée, c'est d'avoir sur une prairie des arbres qui sont plantés, pas en rang d'ailleurs, on va les faire de différentes hauteurs et pas dans des alignements. Et après, pour ne pas avoir à l'entretenir trop régulièrement, on aimerait bien mettre des moutons et aussi toute la volaille, les poules, canards et tout ça, qui seraient dans un espace donc fermé, clôturé. Et après, ils font leur travail. Voilà, donc il y a comme une cohérence entre le monde animal et le monde végétal qui a toujours existé, qu'on aimerait remettre à l'honneur, quoi. Et au niveau de votre modèle de production, est-ce que vous avez fait des choix particuliers sur un label par exemple ou un mode de production particulier? Ben non, du coup on a choisi de ne pas prendre de label.
Déjà parce qu'on est sur un territoire qui est petit, donc on s'est dit qu'on avait la possibilité de communiquer autrement que par un label en fait. Aussi parce qu'on vend à la ferme, donc ça nous laisse encore plus de manières, de possibilités d'expression. Et également par militantisme, parce que on s'est un peu... voilà, ces labels-là, ils ont un tarif, et on s'est posé la question, en fait on fait des légumes normaux qui ne devraient pas avoir de label, et c'est les légumes avec pesticides qui devraient avoir un label et payer quelque chose. Donc il y a une forme aussi de militantisme là-dedans, en se disant, non, on va pas payer ça. Ok. Voilà. Les gens nous connaissent et savent un peu notre dynamique de vie, notre éthique de vie, et bien évidemment notre manière de production en suit, quoi. Ok. Donc en fait, d'où la continuité totale entre votre projet de vie et votre projet maintenant d'agriculture. Ouais, c'est totalement lié. Ouais. C'est sûr que c'est le projet de vie qui nous a emmenés là, donc forcément dans une recherche de cohérence écologique, on va pas mettre de pesticides dans nos champs, ça c'est certain. Sur les manières de production, on essaye de s'inspirer des principes agroécologiques. Donc dans l'idée de trouver, de s'accorder en fait aux modèles qui sont durables d'agriculture. Forcément, on n'a pas souhait à faire quelque chose qui est de l'ordre de la destruction ou alors de la productivité, mais qui est non pérenne. Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire quelque chose qui est durable, qu'on pourra laisser en héritage, aussi bien en manière de fonctionner que les terrains en eux-mêmes, parce qu'ils auront été aggradés, quoi. Et puis vous allez planter des arbres. Et on va planter des arbres. Ça, c'est quand même vachement durable. Et essayer de retrouver un maximum d'espèces endémiques du territoire pour pouvoir redévelopper tous ces fruitiers et également ces légumes qui ont été oubliés de la part de la population, de la part des générations, pour essayer de les remettre en avant sur le territoire. Donc un gros travail autour aussi de la biodiversité, c'est ça? Ouais, on est sur la biodiversité et sur les espèces, par exemple de fruitiers. Il y a un verger patrimonial qui existe ici et on est en contact avec eux. Et ils nous offrent d'ailleurs des porte-greffes et des essences de fruitiers qui sont endémiques de l'endroit où on vit. Et donc là, vous préparez votre première saison, c'est ça? Et votre première récolte qui est prévue pour cet été? Bah ouais, c'est exactement ça, ouais. On fait une première saison à moitié en fait. Donc on a lancé certains légumes qui sont plus faciles à produire, qui nécessitent moins d'entretien, pour commencer à engager une dynamique, faire des premières rentrées d'argent et grâce à ça lancer la première année qui sera 2022 du coup. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup à Elliot, Lynn, Perrine, Milly, Ben, Lily et leurs enfants de nous livrer ce précieux témoignage du mode de vie qu'ils ont choisi. Vivre autrement pour vivre en harmonie, c'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant ma semaine passée à leur côté. D'abord pour vivre en harmonie avec soi-même, avec ses valeurs, avec ses convictions et son besoin de nature aussi très certainement. Vivre en harmonie avec cette nature, avec des habitats éco-construits, un véritable petit éco-village dans son écrin de friches luxuriantes et fleuries, et cette terre nourricière qu'il s'évertue à faire fructifier. Enfin, vivre en harmonie avec les autres, ensemble, sur fond de bienveillance, de spontanéité et d'amour, avec cette vie en collectif où chacun peut trouver sa place tout en partageant de riches échanges, des lieux, des tâches ou même un potager. Car c'est aussi en mettant les mains dans la terre tous ensemble, dans les jardins qui nous entourent, avec nos voisins, que nous pourrons revenir à une agriculture nourricière et vivrière. Comme ils nous le disent, il y a autant de collectifs possibles qu'il y a de personnes qui se lanceront dans cette riche aventure. Alors, pourquoi pas nous ? Merci et à très vite.